Bon, je dois vous avouer qu'en ce moment, le moral, franchement, il est pas incroyable. Et moi, quand je vais pas bien, j'ai du mal à faire des choses que j'aime, notamment lire, alors que c'est quelque chose qui me procure d'habitude beaucoup de joie. Et je me dis, il y a peut-être des gens qui regardent cette vidéo et qui sont dans le même mood que moi actuellement, qui aimeraient peut-être se remettre à lire et qui ne savent pas comment faire. Ils ne savent pas par quel bouquin commencer pour retrouver cette passion de la lecture. Et bien vous savez quoi? Dans cette vidéo, je vais vous présenter une petite dizaine de bouquins de genres différents qui vont vous faire retrouver cet amour de la lecture justement. Et vous allez voir, il y en aura pour tous les goûts. On va partir du conte illustré jusqu'au récit de vie, puis à la philosophie. Donc posez-vous tranquillement, on est là dans un mood cosy pour se remonter le moral. Et voilà, je suis la petite bibliothécaire là qui va vous faire ces recos lectures. Alors moi, je sais que quand j'ai pas lu depuis un moment, j'ai la flemme tout simplement de me plonger dans l'intégrale de La Recherche du temps perdu de Proust. Si c'est votre cas, vous êtes des grands malades, mais franchement, je vous admire un peu. Non, moi ce que j'aime bien, c'est un peu retourner en enfance. Quoi de mieux pour retrouver cette sensation que de se plonger dans un conte illustré? Celui que j'avais envie de vous présenter aujourd'hui, c'est La Petite Sirène de Benjamin Lacombe. La Petite Sirène, on ne la présente plus, hein, c'est un personnage emblématique du conte éponyme d'Andersen. Je ne vais pas vous faire le récit de La Petite Sirène, mais je tiens à vous préciser que cette version que j'ai entre mes mains et qui est absolument magnifique, c'est tout simplement le conte original, donc pas avec la fin en mode Disney, quoi, vous voyez. La Petite Sirène qui se suicide à la fin, c'est peut-être pas à lire à votre petite nièce de 8 ans, quoi, vous voyez. Ce que je trouve génial avec ce conte illustré, c'est que les illustrations déjà sont absolument incroyables. Et puis on retrouve aussi la beauté de la plume d'Andersen. Je la trouve douce et épique à la fois, je sais pas comment dire. C'est un peu le mood ambivalent que j'ai quand je me plonge dans un conte. Moi je sais aussi que ce qui m'a aidé à me replonger dans la lecture, c'est de commencer voilà avec des mangas ou même des bandes dessinées. Et pour mes 20 ans, un ami de la prépa m'avait offert The Midnight Order. Il y a énormément d'illustrateurs qui ont travaillé sur cette bande dessinée qui est franchement un petit peu épaisse. On est presque sur du roman graphique à ce niveau-là. Ouais non, c'est de la BD, pardon, excusez-moi, je dis de la merde. The Midnight Order, c'est tout simplement une société secrète de sorcières qui va protéger l'humanité des monstres, mais également des forces occultes, et qui va même essayer de retrouver des sorcières dont le pouvoir est un peu trop grand avant que celui-ci n'explose en fait devant l'humanité. On va suivre notamment les pas de Johnson et Sheridan qui font partie de cette élite un petit peu dans The Midnight Order. Ce sont deux sorcières ultra badass, un peu procédurières sur les bords quand même. Et ce que j'aime beaucoup avec cette bande dessinée, je pense pas que vous arriverez bien à voir à l'écran, c'est que à chaque chapitre, on rencontre une nouvelle sorcière. Chaque chapitre, en plus, est illustré par un dessinateur ou une dessinatrice différent ou différente. Et j'ai découvert qu'en fait, j'étais très friande de cette mécanique parce que ça permet de découvrir plein de styles différents. Ça peut être très coloré, très détaillé, comme avec des couleurs beaucoup plus unies, beaucoup plus ocre. J'ai adoré tous les styles de dessin qui se confondent à travers cette histoire et qui donnent encore plus de couleurs, encore plus de vivacité au récit qui est déjà assez prenant. Ah oui, aussi, ce qui me plaît beaucoup en fait dans cette BD, c'est que entre deux chapitres à chaque fois, on a une sorte de petite carte, des sortes de pages Wikipédia en mode sorcière quoi, avec des récits historiques notamment comme sur cette page, mais qui nous en apprennent justement sur l'histoire des sorcières, comment elles étaient considérées dans la société, selon les pays, parce que ouais, c'est un récit qui est international en fait. À chaque chapitre, à chaque sorcière nouvelle qu'on rencontre, c'est une sorcière qui vient d'un continent différent et ça nous fait tout simplement voyager. Donc allez-y les yeux fermés, The Midnight Order. En plus la couverture est magnifique, regardez, j'adore quand les couvertures elles brillent comme ça, c'est trop beau, ça donne trop envie de lire, je sais pas si ça vous le fait aussi. Bon après, si vous êtes pas trop conte illustré et images, que vous êtes un petit peu plus sérieux, un petit peu plus académique, mais que vous avez quand même envie de vous replonger dans des bouquins sans vous prendre la tête, et ben je vais vous conseiller quelques nouvelles. Parce que quand on n'a pas le temps de lire, une nouvelle qui fait 10 pages, franchement ça se déguste très facilement. Et je vous conseillerais tout simplement des nouvelles de Maupassant. Bon déjà je vais vous parler de Joseph et du Vagabond, c'est deux nouvelles de Maupassant que j'ai beaucoup aimées. Joseph, c'est l'histoire littéralement de deux potes qui se posent un soir, qui se bourrent la gueule à la chartreuse et qui décident de parler de mecs.
Voilà, je pense qu'il n'y a pas meilleur résumé que ça. Je dis avec mes mots à moi, mais après ça reste du mot passant, donc c'est très bien écrit et puis franchement je trouve ça très très drôle. Le Vagabond en revanche c'est une nouvelle qui est peut-être un petit peu plus triste. C'est l'histoire d'un ancien artisan il me semble, qui du coup n'a pas gagné assez d'argent et qui se retrouve en état de mendicité, sauf que la maréchaussée va le choper parce que c'est interdit de faire la manche sur ses routes. On va voir toute une critique de cette société complètement débile qui va arrêter les mendiants en leur disant de travailler plus et tout. Enfin, les nouvelles de Maupassant sont parfois assez engagées et j'ai trouvé que celle-là, elle mettait en lumière une problématique qui est toujours d'actualité. Donc allez-y les yeux fermés, Le Vagabond c'est plus touchant, Joseph c'est très drôle, voilà. Les nouvelles de Maupassant, il y en a un petit peu pour tous les goûts. Je me suis dit aussi, à côté d'un recueil de nouvelles, je pouvais vous conseiller également une pièce de théâtre. Mais bon, peut-être que vous qui entendez théâtre et qui n'êtes pas forcément friand de ça, vous entendez Molière, vous entendez Marivaux, vous entendez Corneille, bref, vos cours de collège ou lycée commencent à remonter et ça vous fout la gerbe. Alors, même si moi j'aime beaucoup ces trois dramaturges, je vais vous conseiller un auteur plus contemporain. Wajdi Mouawad, c'est un dramaturge qui a écrit de nombreuses pièces de théâtre, mais aujourd'hui j'avais envie de vous parler de Incendie. Et d'ailleurs, je crois même qu'Incendie aujourd'hui, on le fait lire au lycée et même on l'a étudié en prépa. C'est un récit très contemporain, c'est une pièce de théâtre du coup qui est divisée en chapitres, donc on a l'impression de lire un roman, mais seulement avec les répliques. Alors, je tiens à mettre des trigger warning très rapidement, hein, ça parle d'énormément de choses assez compliquées. Toutes les pires crasses qu'un humain puisse faire, vous le foutez là-dedans, dans ce tout petit livre en fait. Donc si vous n'êtes pas à l'aise avec tout ce qui est question de violence intrafamiliale, de guerre, de trucs gore, tout ça, peut-être... ouais, retournez voir Corneille. Non, en vrai, je pense que c'est une des meilleures pièces de théâtre que j'ai pu lire. C'est l'histoire de Jeanne et Simon, ce sont des jumeaux. Ils vont recevoir le testament de leur mère Nawal, qui vient juste de mourir. Et dans son testament, Nawal, qui était une mère déjà très mystérieuse, va laisser planer le doute sur la possibilité que les jumeaux puissent retrouver leur père disparu. Et du coup, on va se lancer justement dans cette chasse au trésor familial. Alors ça sonne mignon comme ça, hein, mais encore une fois, ben ça soulève les tripes quoi. Il y a des moments, c'est vraiment pas drôle, il y a des révélations choc. Ça me donne envie de lire du théâtre en fait, un truc comme ça. Je vous le conseille, mais si vous êtes très sensible, voilà, abstenez-vous peut-être. Bon d'accord, vous n'êtes pas théâtre, vous êtes peut-être un petit peu poète. Pourquoi vous ne liriez pas Alcool de Guillaume Apollinaire? Peut-être que vous l'avez lu au lycée, peut-être pas. Mais je trouve que Guillaume Apollinaire a une plume vraiment parfois romantique, parfois très émouvante et parfois très drôle. Je me souviens, il y a quelques vers dans Alcool quand même, je sais plus de quel poème c'était tiré, mais ça disait, je crois littéralement, « Ta mère fit un paix foireux et tu naquis de sa colique ». Ça c'est Apollinaire, c'est pas moi. Et je trouve ça incroyable de lire ça juste après le chapeau à la main, il entra du pied droit chez un tailleur très chic et fournisseur du roi. Et c'est un recueil de poèmes vraiment très très court. Et pareil, la poésie, vous n'êtes pas obligé de lire ça d'une traite. Un recueil de poèmes, ça s'ouvre et ça se referme tous les mois en fait. Bon, après avoir un petit peu voyagé avec la poésie, on va retomber bien sur nos pattes, bien sur terre avec un récit de vie qui est assez poignant et c'est un récit de vie contemporain puisqu'il s'agit du récit de Rana Ahmad, ici, Les femmes ne rêvent pas. Sincèrement, je pense que c'est l'une des autobiographies les plus poignantes que j'ai pu lire jusqu'à ce jour. Et c'est ce genre de récit de vie qui te donne envie de rester attaché jusqu'au bout au livre, quoi, tu vois. Rana Ahmad, elle a que 10 ans quand son monde commence un petit peu à basculer. Elle habite en Arabie Saoudite dans les années 2000. Elle est issue d'une famille musulmane pratiquante. Ses parents l'aiment beaucoup. Seulement arrivée dans l'adolescence et à l'âge adulte, on va chercher à lui trouver un mari. Et elle qui voyait ça comme une bonne chose, c'est la tradition après tout. En réalité, elle va commencer à plonger dans un cercle de violence absolument infâme. Et c'est à partir de ce moment-là qu'en fait, elle va déréaliser un petit peu. Elle va prendre conscience de sa situation. Et donc après avoir été victime de violences répétées, elle va chercher à quitter sa famille, sa religion,
et son pays pour fuir en Europe par ses propres moyens. Une des parties qui m'a le plus touchée, au-delà des violences dont elle a été victime, c'est surtout la manière qui est déchirante, je trouve, dont elle doit se séparer de ses parents, de sa religion. Il y a tout un chemin de la déconstruction de la religion qui est vraiment très intéressant, je trouve. Et ce qui m'a ému aussi, c'est le voyage jusqu'en Europe, parce que c'est aussi le récit d'une ancienne migrante en fait. Et c'est ce genre de récit qui nous fait prendre conscience à nous Européens en fait à quel point, mais c'est une surprise pour personne je pense, à quel point en fait le voyage des migrants en fait de ces pays de A à Z est une épreuve monstre en fait. Et ça ne s'arrête pas à arriver en Europe où elle a galéré en fait à se faire comprendre, à se faire des relations, à trouver du taf. C'est un récit de vie poignant. C'est super bien écrit. Pareil comme Incendie, si vraiment vous avez du mal avec tout ce qui est violence, voilà, peut-être abstenez-vous, mais je trouve que c'est ce genre de récit de vie qui est presque nécessaire à lire. Vous voyez ce que je veux dire? Mais contrairement à Incendie, c'est pas de la fiction, hein, ça c'est vraiment de la réalité pour le coup. Bon là, je vous ai parlé de trucs pas trop gays, donc on va revenir à un petit peu de douceur. Miss Island de Auður Ava Ólafsdóttir, c'est un des romans contemporains les plus doux qui m'ait été donné de lire. D'ailleurs, j'aime beaucoup cette autrice, elle est islandaise. C'est l'histoire de Hekla, qui vit dans les années 60 en Islande, qui a une vingtaine d'années, qui va quitter sa campagne pour rejoindre la ville de Reykjavik. C'est horrible comme je prononce ce nom super mal, je suis désolée. Où elle souhaite devenir écrivaine. Bon, je vous en dis pas plus, mais sur la 4e de couverture, il est dit que c'est un roman féministe et insolent pionnier. Dans mes souvenirs, ça résonnait pas comme ça. Je l'ai lu quand j'étais en vacances à la montagne, et j'ai trouvé justement, je qualifierais pas ce roman d'insolent, au contraire. Oui, il y a un fond de féminisme, c'est sûr, mais l'écriture est douce, les paysages islandais nous donnent envie de vraiment nous poser. C'est une histoire toute douce sur une jeune fille hyper inspirante en fait. J'adore, voilà. Donc n'hésitez pas à vous ruer dessus. Auður Ava Ólafsdóttir, c'est une autrice, je trouve, qui a une écriture vraiment très belle, donc n'hésitez pas à aller la lire en tout cas. Là, je vous ai parlé de romans contemporains, mais qui a dit qu'un classique, un bon vieux classique, ça pouvait pas nous aider à nous remettre à lire un petit peu. Pour cette section classique, j'avais envie de vous conseiller La Vagabonde de Colette. Vagabonde, qui est parue début 20e siècle, c'est l'histoire de Renée Néré, qui travaille en tant que pantomime dans un cabaret, en tant qu'actrice. Elle écrit beaucoup à côté. Elle nous parle également de son ex-mari qui l'avait trompée et qui était accessoirement un petit peu violent avec elle. Et elle nous parle également d'un jeune homme qu'elle vient tout juste de rencontrer. Elle ne sait pas vraiment si elle est amoureuse de lui ou pas. C'est le récit fictionnel d'une jeune femme qui peu à peu s'envole vers l'indépendance. On pourrait s'y méprendre, mais le personnage de Renée Néré ressemble beaucoup à l'autrice. Mais attention, La Vagabonde, ce n'est pas du tout une autobiographie, c'est un roman, Colette l'a bien précisé. Et c'est peut-être hyper cliché ce que je vais dire, pour sa mère, mais je pense qu'en tant que femme, on peut facilement se retrouver à travers le personnage de Renée. Déjà, l'écriture est dingue. Lisez Colette, hein, elle a une écriture incroyable, parce que je sais pas vous, les émotions, je trouve que c'est super dur à retranscrire, parce que c'est de l'ordre de l'intime, c'est de l'ordre du personnel. Et pourtant, quand dans un roman comme celui-ci, Colette, elle arrive à dépeindre les émotions de Renée Néré avec une justesse telle que même nous, on peut s'identifier à ce ressenti-là, c'est bon, voilà. Ça se lit très vite, et puis la fin, oh my god, c'est incroyable. Mais je vous conseille que des romans en français depuis tout à l'heure, mais ça se trouve votre trip c'est de lire en anglais. Moi c'est pas le cas, mais j'ai quand même déjà lu des petits romans en anglais. Justement, si vous avez envie de vous mettre à lire en anglais mais que vous n'êtes pas forcément hyper à l'aise comme moi, je vous conseille The Curious Incident of the Dog in the Night Time de Mark Haddon. Alors ça, je l'avais lu en seconde, mais en fait, je me suis vachement éprise du personnage principal. En fait, cette histoire, c'est celle de Christopher Boone. On comprend au fil du livre, parce que c'est lui le narrateur, que c'est un jeune homme autiste en fait, et j'adore la vision du narrateur à travers le récit, elle est incroyable. Et un jour, il va découvrir que le chien des voisins a été tué, et il va essayer
essayer de mener sa petite enquête. Et c'est ce qui se passe à travers tout le livre du coup. Et j'adore parfois ces petites prises de position où il raconte sa vie, il dit qu'il adore les maths, des trucs comme ça. Parfois ça sort un petit peu du récit, mais c'est tellement chou, genre c'est tellement intime, c'est tellement personnel, alors que c'est censé être un roman, pas un roman policier, mais un peu quoi. Si vous avez un petit peu trop l'habitude des romans policiers classiques avec un détective à la NCIS ou à la Sherlock Holmes, ça va vous changer un petit peu et c'est beaucoup trop mignon quoi. La fin est quand même un petit peu émouvante. Pareil, ça me donne envie de le relire. Et il est en anglais du coup, je pense qu'il a été traduit en français, mais l'écriture en anglais est assez accessible. Si vous êtes à l'aise avec les bases d'anglais en tout cas, ça se comprend et ça se lit plutôt facilement. On va revenir au bouquin en français et là on va passer, bon on n'est plus dans les contes illustrés hein, puisque je vais vous présenter un essai qui n'est pas des moindres. Je pense que vous avez déjà dû en entendre parler, mais je tenais quand même à vous le présenter. C'est King Kong Theory de Virginie Despentes. Ne vous fiez pas à cette couverture toute simple et à la finesse de ce bouquin, parce que putain, pardon, mais c'est un livre coup de poing. Virginie Despentes, pour celles et ceux qui ne la connaîtraient pas encore, c'est une autrice, essayiste, féministe, très engagée, qui a clairement pas sa langue dans sa poche, et qui nous raconte là-dedans, c'est un peu des éléments autobiographiques mêlée de féminisme engagé. Elle nous raconte son rapport au porno, au travail du sexe, aux violences sexuelles notamment, à la vision qu'on a de la femme. Et c'est un récit féministe qui est vraiment très cru. Le vocabulaire est assez hard quoi. Moi ça me dérange pas. Je sais que certains et certaines pourraient avoir les oreilles un peu plus chastes et pourraient être un peu choqués si je leur lis quelques passages. Donc voilà, rien que sur la 4e de couverture, j'écris de chez les moches, pour les moches, les frigides, les mal baisés, les imbaisables, toutes les exclues du grand marché à la bonne meuf. Donc voilà, si vous voulez lire de la littérature féministe, je trouve que c'est bien de commencer par là. Peut-être qu'il y a certaines féministes qui seront pas d'accord avec ce propos, mais bon, écoutez, c'est mon avis. Et maintenant, on va terminer avec de la philosophie. Donc si je vous dis philo, vous pensez peut-être à des gros pavés de Nietzsche ou des dingueries comme ça. Non, non, vous n'inquiétez pas, moi je vais vous conseiller du Arthur Schopenhauer. L'art d'avoir toujours raison de Arthur Schopenhauer, c'est tout simplement une petite quarantaine de stratagèmes qui vous apprend à toujours avoir raison en fait à chaque fin de débat. Et ça va du essayer de trouver un argument qui soit plus fort que votre adversaire à insulter votre adversaire. Si vous n'avez plus rien, insultez-le. Ça m'étonnerait pas que certains journalistes de BFM TV s'en soient servis, honnêtement. Et c'est de la philosophie, c'est de l'art oratoire. Je pense pas que Platon serait d'accord avec ce qui est dit là-dedans. Vraiment, ça me tabasse. Juste insulter la personne en face de vous si vous n'avez pas d'argument. Je vous conseille pas de faire ça. Donc voilà, c'est tout fin. Et si vous avez envie de préparer un discours, vous pouvez vous aider de ça. Bon, bah voilà, cette petite vidéo est terminée. Je sais, elle était plus chill que la précédente. D'ailleurs, je tiens à vous remercier énormément pour tous vos retours sur ma dernière vidéo. Je vous mettrai le lien en description si vous n'avez pas encore eu l'occasion d'aller la voir. Mais j'ai eu énormément de retours très pertinents et constructifs en tout cas. Je pensais pas qu'il y aurait quand même autant de retours, donc ça fait énormément plaisir. Et puis vous savez quoi? À l'issue de cette vidéo, je dois vous avouer que mon moral quand même va un petit peu mieux. Comme quoi faire ce genre de vidéo, vous conseiller des bouquins, faut croire que ça me fait grandement plaisir. Si vous êtes arrivé jusque là, n'hésitez pas à liker, partager cette vidéo, à vous abonner aussi. J'ai remarqué que la plupart d'entre vous n'étaient pas abonnés. Je vous mettrai les références des livres que j'ai présentés aujourd'hui en description ou en commentaire. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous et prenez soin de vous. Ciao!